Farce normande à Albert de Joinville. La procession se déroulait dans le chemin creux ombragé par les grands arbres poussés sur les talus des fermes. Les jeunes mariés venaient d'abord, puis les parents, puis les invités, puis les pauvres du pays, et les gamins qui tournaient autour du défilé comme des mouches, passaient entre les rangs, grimpaient aux branches pour mieux voir. Le marié était un beau gars, Jean Patu, le plus riche fermier du pays. C'était avant tout un chasseur frénétique qui perdait le bon sens à satisfaire cette passion et dépensait de l'argent gros comme lui pour ses chiens, ses gardes, ses furets et ses fusils. La mariée, Rosalie Roussel, avait été fort courtisée par tous les partis des environs, car on la trouvait avenante et on la savait bien dotée. Mais elle avait choisi Patu, peut-être parce qu'il lui plaisait mieux que les autres, mais plutôt encore, en Normande réfléchie, parce qu'il avait plus d'écus. Lorsqu'ils tournèrent la grande barrière de la ferme maritale, 40 coups de fusil éclatèrent, sans qu'on vît les tireurs cachés dans les fossés. À ce bruit, une grosse gaieté saisit les hommes, qui gigotaient lourdement leurs habits de fête. Et Patu, quittant sa femme, sauta sur un valet qu'il apercevait derrière un arbre, empoigna son arme, et lâcha lui-même un coup de feu, en gambadant comme un poulain. Puis on se remit en route, sous les pommiers déjà lourds de fruits à travers l'herbe haute, au milieu des veaux, qui regardaient de leurs gros yeux, se levaient lentement et restaient debout, le mufle tendu vers la noce. Les hommes redevenaient graves en approchant du repas. Les uns, les riches, étaient coiffés de hauts chapeaux de soie luisants qui semblaient dépaysés en ce lieu. Les autres portaient d'anciens couvre-chefs à poils longs, qu'on aurait dit en peau de taupe. Les plus humbles étaient couronnés de casquettes. Toutes les femmes avaient des châles lâchés dans le dos et dont elles tenaient les bouts sur leurs bras avec cérémonie. Ils étaient rouges, bigarrés, flamboyants ces châles. Et leur éclat semblait étonner les poules noires sur le fumier, les canards au bord de la mare et les pigeons sur les toits de chaume. Tout le vert de la campagne, le vert de l'herbe et des arbres, semblait exaspéré au contact de cette pourpre ardente, et les deux couleurs ainsi voisines devenaient aveuglantes sous le feu du soleil de midi. La grande ferme paraissait attendre, là-bas, au bout de la voûte des pommiers. Une sorte de fumée sortait de la porte et des fenêtres ouvertes, et une odeur épaisse de mangeaille s'exhalait du vaste bâtiment, de toutes ses ouvertures, des murs eux-mêmes. Comme un serpent, la suite des invités s'allongeait à travers la cour. Les premiers, atteignant la maison, brisaient la chaîne, s'éparpillaient, tandis que là-bas, il en entrait toujours par la barrière ouverte. Les fossés maintenant étaient garnis de gamins et de pauvres. Curieux. Et les coups de fusil ne cessaient pas, éclatant de tous les côtés à la fois, mêlant à l'air une buée de poudre et cette odeur qui grise comme de l'absinthe. Devant la porte, les femmes tapaient sur leurs robes pour en faire tomber la poussière, dénouaient les oriflammes qui servaient de ruban à leurs chapeaux, défaisaient leurs châles et les posaient sur leurs bras, puis entraient dans la maison pour se débarrasser définitivement de ces ornements. La table était mise dans la grande cuisine qui pouvait contenir 100 personnes. On s'assit à 2 heures. À 8 heures, on mangeait encore. Les hommes déboutonnés, en bras de chemise, la face rougie, engloutissaient comme des gouffres. Le cidre jaune luisait, joyeux, clair et doré, dans les grands verres, à côté du vin coloré, du vin sombre couleur de sang. Entre chaque plat, on faisait un trou, le trou normand, avec un verre d'eau-de-vie qui jetait du feu dans le corps et de la folie dans les têtes. De temps en temps, un convive, plein comme une barrique, sortait jusqu'aux arbres prochains, se soulageait, puis rentrait avec une faim nouvelle aux dents. Les fermières écarlates, oppressées, les corsages tondus comme des ballons, coupés en deux par le corset, gonflés du haut et du bas, restaient à table par pudeur. Mais une d'elles, plus gênée, étant sortie, toutes alors se levèrent à la suite. Elles revenaient plus joyeuses, prêtes à rire, et les lourdes plaisanteries commencèrent. C'étaient des bordées d'obscénités lâchées à travers la table, et toutes sur la nuit nuptiale. L'arsenal de l'esprit paysan fut vidé. Depuis 100 ans, les mêmes grivoiseries servaient aux mêmes occasions, et bien que chacun les connût, elles portaient encore, faisaient partir en un rire retentissant les 2 enfilées de convives. Un vieux à cheveux gris appelait « Les voyageurs pour Mésidon en voiture !» Et c'étaient des hurlements de gaieté. Tout au bout de la table, 4 gars, des voisins, préparaient des farces aux mariés, et ils semblaient en tenir une bonne, tant ils trépignaient en chuchotant. L'un d'eux, soudain, profitant d'un moment de calme, cria « C'est les braconniers qui vont s'en donner cette nuit, avec la lune qu'il y a. Dis donc, Jean, c'est pas cette lune que tu guetteras, toi ?» Le marié brusquement se retourna.
Qu'ils y viennent, les braconniers !» Mais l'autre se mit à rire. « Ah, ils peuvent y venir. Tu quitteras pas ta besogne pour ça !» Toute la table fut secouée par la joie. Le sol en trembla, les verres vibrèrent. Mais le marié, à l'idée qu'on pouvait profiter de sa noce pour braconner chez lui, devint furieux. « Je te dis que ça! Qu'ils y viennent !» Alors ce fut une pluie de polissonneries à double sens, qui faisait un peu rougir la mariée, toute frémissante d'attente. Puis quand on eut bu des barils d'eau-de-vie, chacun partit se coucher, et les jeunes époux entrèrent en leur chambre, située au rez-de-chaussée, comme toutes les chambres de ferme. Et comme il y faisait un peu chaud, ils ouvrirent la fenêtre et fermèrent l'auvent. Une petite lampe de mauvais goût, cadeau du père de la femme, brûlait sur la commode, et le lit était prêt à recevoir le couple nouveau, qui ne mettait point à son premier embrassement tout le cérémonial des bourgeois dans les villes. Déjà la jeune femme avait enlevé sa coiffure et sa robe, et elle demeurait en jupon, délaçant ses bottines, tandis que Jean achevait un cigare en regardant de coin sa compagne. Il la guettait d'un œil luisant, plus sensuel que tendre, car il la désirait, plutôt qu'il ne l'aimait. Et soudain, d'un mouvement brusque, comme un homme qui va se mettre à l'ouvrage, il enleva son habit. Elle avait défait ses bottines, et maintenant elle retirait ses bas. Puis elle lui dit, le tutoyant dans l'enfance, « Va te cacher là-bas, derrière les rideaux, que je me mette au lit. » Il fit mine de refuser, puis il y alla, d'un air sournois, et se dissimula, sauf la tête. Elle riait, voulait envelopper ses yeux, et il jouait d'une façon amoureuse et gaie, sans pudeur apprise, et sans gêne. Pour finir, il céda. Alors en une seconde, elle dénoua son dernier jupon, qui glissa le long de ses jambes, tomba autour de ses pieds, et s'aplatit en rond par terre. Elle l'y laissa, l'enjamba, nue sous la chemise flottante, et elle se glissa dans le lit, dont les ressorts chantèrent sous son poids. Aussitôt il arriva, déchaussé lui-même, en pantalon, et il se courbait vers sa femme, cherchant ses lèvres qu'elle cachait dans l'oreiller, quand un coup de feu retentit au loin, dans la direction du bois dérapé, lui sembla-t-il. Il se redressa inquiet, le cœur crispé, et courant à la fenêtre, il décrocha l'auvent. La pleine lune baignait la cour d'une lumière jaune. L'ombre des pommiers faisait des taches sombres à leurs pieds. Et au loin, la campagne, couverte de moissons mûres, luisait. Comme Jean s'était penché au dehors, épiant toutes les rumeurs de la nuit, 2 bras nus vinrent se nouer sous son cou, et sa femme, le tirant en arrière, murmura « Laisse donc, qu'est-ce que ça fait? Viens-t'en !» Il se retourna, la saisit, l'étreignit, la palpant sous la toile légère. Et l'enlevant dans ses bras robustes, il l'emporta vers leur couche. Au moment où il la posait sur le lit, qui plia sous le poids, une nouvelle détonation, plus proche celle-là, retentit. Alors Jean, secoué d'une colère tumultueuse, jura « Nom de... Il croyait que je ne sortirais pas à cause de toi ? Attends !» Il se chaussa, décrocha son fusil toujours pendu à portée de main, et comme sa femme se traînait à ses genoux, et le suppliait, éperdu, il se dégagea vivement, courut à la fenêtre, et sauta dans la cour. Elle attendit 1 heure, 2 heures, jusqu'au jour. Son mari ne rentra pas. Alors elle perdit la tête, appela, raconta la fureur de Jean et sa course après les braconniers. Aussitôt les valets, les charretiers, les gars partirent à la recherche du maître. On le retrouva à 2 lieues de la ferme, ficelé des pieds à la tête, à moitié mort de fureur, son fusil tordu, sa culotte à l'envers, avec 3 lièvres trépassés autour du cou et une pancarte sur la poitrine. Qui va à la chasse perd sa place. Et plus tard, quand il racontait cette nuit d'épousailles, il ajoutait « Oh, pour une farce, c'était une bonne farce. Ils m'ont pris dans un collet comme un lapin, les salauds, et ils m'ont caché à la tête dans un sac. Mais si je les tâte un jour, gare à eux !» Et voilà comment on s'amuse les jours de noces au pays normand.